lose? Oui. Telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Allez Mao, arrache le pansement et commence par un truc négatif, comme ça c'est fait. Écoutez, on va commencer avec un loser. Plein de losers parce qu'on va parler de la concentration de yachts qu'il y avait à Monaco le week-end dernier, particulièrement le dimanche 27 mai dernier, à l'occasion du Grand Prix de Formule 1. Alors sur Twitter, par exemple, on peut avoir accès à des cartographies où sont visibles les yachts avec des petits points violets. Et il y en a plusieurs centaines, j'ai commencé à compter, mais je me suis arrêtée à 20 parce que j'ai peu de patience, il me manque un peu de sérotonine en ce moment. Mais il y en a énormément, on dirait un peu toi quand tu essaies de compter tes ex à la mutinerie, ou mon meilleur ami qui arrive à la jeudi ok, comme genre lui, on sait pas. Quoi qu'il en soit, pourquoi on va parler de ces yachts? Parce que ce sont des bateaux qui polluent énormément, avec une forte empreinte carbone. À 10 ans de la fin du monde, il est normal que l'on s'inquiète ici, dans les mains, dans la pop de cette prolifération. Ce sont des bateaux qui pèsent très lourd, qui ont des piscines, des crews, sont des embarcations qui sont forcément dans le viseur des activistes écolos en ligne, qui essaient de les traquer. On avait d'abord eu la traque des avions, maintenant on passe peut-être à la traque des bateaux. Et tant mieux, puisque qui se ressemble s'assemble. Tous ces bateaux étaient venus voir la finale de Formule 1. La Formule 1, mais vous n'allez pas le croire, mais si c'est le sport qui pollue le plus, quoi, je suis étonnée, plein de voitures qui font vroom vroom. Eh bien oui, je sais, apprendre en s'amusant, c'est le pari fou de ce podcast. Chaque année, la Formule 1 produit plus de 256 000 tonnes de CO2. Ah ouais, quand même. C'est beaucoup. Un gros chiffre, oui, qui équivaut à ce que produisent 25 000 ménages français par an. Alors ce sport devrait être naturellement dissous. Je sais que peut-être j'arrache les tympans de certains ou certaines fans, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être dissous de sitôt, puisque trop d'argent est en jeu. C'est des millions de dollars chaque année entre les sponsors, les paris, les séries à succès comme le docu-réalité, que je vous conseille d'ailleurs sur Netflix, qui s'appelle Formula One. La Formule 1, c'est ce sport qui fait... Et encore, t'es gentil. Et c'est tout, voilà. Non, c'est pour ça que moi je trouve ça un peu chiant, mais c'est accompagné d'un spectacle démesuré qui explique cette pollution, parce que du coup il y a des énormes équipes qui doivent se trimballer de pays en pays avec des crews, t'as énormément de caméras, énormément de champagne, énormément de meufs à seins nus qui ne font pas de sport mais qui sont seins nus avec du champagne. Bref, il y a une proposition qui a été faite pour que les choses aillent mieux. Après la Formule 1, la Formule E. Ok. Je commence à être Jamie dans ses pas sorciers. Voilà la Formule E, c'est une voiture électrique. Depuis 2014, voilà, il y a une belle tentative d'essayer de faire une compétition avec des voitures électriques. Et alors, je me disais au début, ça marche pas parce que peut-être les voitures vont moins vite. Non, ça va tout aussi vite, mais il y a plus le son. Le truc qui moi m'angoisse, et bien là, du coup, ça manque aux fans. Faut savoir que voilà, c'est un petit peu la Starac sans Raphaël Ricci d'avoir de la voiture sans un vrombissement un peu masculin. Il faut savoir qu'il y a même des gens qui écoutent des bandes audio de moteurs de Formule 1 par plaisir. Wow. Pas de king shaming, mais une interrogation saine de notre part. En Europe, en tout cas, il y a plusieurs tentatives qui ont été faites pour essayer d'éviter cette surconcentration de yachts. Il y a des villes comme Venise ou Barcelone qui étaient mises en danger à cause du poids de ces bateaux et qui ont pris des directives fermes. Peut-être que Monaco le fera. Je ne pense pas, étant donné que c'est aussi un paradis fiscal, il m'étonnerait qu'il rentre dans la norme. Et alors, dernière question que je voulais poser sur la Formule 1, où sont les femmes? Voilà, c'est tout. Pas de solution, mais on se posait juste la question. Parce que c'est une machine qui te donne ta force physique. Donc c'est un sport qui, par essence, devrait être mixte, puisqu'il n'y a même pas la pseudo-excuse de oui, mais biologiquement, physiquement, les hommes et les femmes sont pas forts pareil. C'est pour ça qu'il faut faire deux compétitions distinctes. C'est qu'en fait, des sponsors ne veulent pas y mettre de la thune et croire en une pilote féminine, puisqu'a priori, elle conduirait mal. Voilà, je sais que j'ai l'impression de résumer la pensée d'un enfant de 5 ans, mais c'est la pensée du milieu de la Formule 1. Allez, on passe maintenant à quelque chose de joyeux. Audrey, tu vas rendre hommage de façon magnifique à quelqu'un. Je t'en prie, le micro est à toi. Ouais, alors joyeux, je sais pas, puisqu'on parle quand même... de la mort. Voilà, d'une mort. Mais en tout cas, je voulais rendre hommage à Tina Turner. Ça vous aura pas échappé. La figure du rock'n'roll, Tina Turner, est décédée à 83 ans le 24 mai dernier, donc il y a quelques jours. Voilà, elle est connue depuis les années 50, notamment grâce à ses titres « What's Love Got to Do With It ?», The Best ou alors Proud Mary, pour n'en citer que quelques-uns. Elle a été vraiment longtemps considérée comme la première rockstar noire mondialement connue. Elle avait vraiment une présence scénique inégalée, un look incroyable, des cheveux incroyables aussi. Enfin, je sais que ça a beaucoup fait parler. Et elle avait remporté 8 Grammys, donc c'est quand même le Graal de la musique aux États-Unis. Et puis, elle était aussi connue pour sa résilience, qui a été un petit peu forcée, puisqu'elle a vécu des violences conjugales avec son ex-mari Ike Turner. Et voilà, donc elle a pas seulement fui ce mari violent, qui était aussi d'ailleurs son partenaire créatif, avec lequel elle est restée
restée 16 ans. Il y en a aussi qui pensent qu'elle a complètement redéfini ce que c'est d'être une femme noire dans la musique. En gros, elle a un peu marché pour que Beyoncé puisse courir par derrière. D'ailleurs, Beyoncé ne cache pas toute l'influence que Tina Turner a pu avoir sur sa carrière, sur sa musique. Tina Turner, elle s'était même essayée au cinéma avec un rôle remarqué dans Mad Max, Au-delà du dôme du tonnerre en 85. Et voilà, donc elle est décédée il n'y a pas très longtemps en Suisse. Et il y a beaucoup d'hommages sur les réseaux sociaux, notamment de stars de la musique. Mariah Carey, par exemple, qui a écrit « Elle sera toujours une survivante et une inspiration pour les femmes » partout dans le monde. Il y a également Affida Turner, je sais que tu l'aimes beaucoup, Mao, qui a épousé son fils Ronnie. Elle a posté une ribambelle de photos avec la star sur Instagram. Et pour légende, je parlais de toi il y a à peine 5 minutes en arrivant à Nice. Repose en paix, belle maman. De beaux hommages. Et puis entre 2 concerts, Beyoncé, dont je parlais tout à l'heure, lui a aussi rendu hommage. Elle écrit « Ma reine bien-aimée, je t'aime infiniment. Je suis tellement reconnaissante pour ton inspiration et toutes les façons dont tu as ouvert la voie. Tu es la force et la résilience, tu es l'incarnation de la puissance et de la passion. » Voilà, encore, on parle beaucoup de la résilience de Tina Turner. De manière générale, je trouve qu'on parle beaucoup de la résilience des femmes noires. Résilience parfois dont on se passerait bien, mais on est un peu forcé de l'être. En tout cas, il y a beaucoup, au-delà de ces hommages, beaucoup d'autres choses qui sont faites autour de la mort de la star. Par exemple, il y a sa maison de vacances en Suisse qu'elle avait achetée avec Erwin Bach, qui est un producteur allemand avec lequel elle s'était mariée en 2013. Elle va être transformée en musée dédié à Tina Turner. Et figure-toi que c'est pas le premier musée qui est dédié à la star, puisque il y en avait aussi un aux États-Unis de son vivant, à Brownsville, qui était sa ville natale. Je ne le savais pas. Puis il y a aussi des centaines de fans qui se sont réunis, qui se sont recueillis devant sa demeure en Suisse. Ils y ont laissé des cartes, des fleurs. Voilà, c'est très émouvant. Des offrandes à la déesse Tina Turner. Et puis il y a son ancien assistant qui a révélé aux médias Mirror que ses obsèques seront discrète, comme elle l'a été vers la fin de sa carrière. Ces dernières années, elle était assez discrète. Elle est un peu retombée dans un anonymat voulu. Et donc, il révèle que voilà, Tina Turner ne voulait pas d'une grande cérémonie pour ses obsèques, que ce sera très intimiste, et puis qu'elle voulait aussi être incinérée. Donc, ce sera loin des caméras, tout ça. En tout cas, je vous invite à réécouter toutes ces chansons, à vous intéresser aussi à son histoire personnelle, à son succès, à son parcours, pour lui rendre hommage. Voilà, merci Tina Turner. Ah ouais, je vais tellement l'écouter là sur le chemin du retour. Mais oui, ça fait du bien ces chansons, c'est vraiment empouvoirant, je trouve. Il y en a qui fuient la lumière, il y en a qui restent dans la lumière, mais parfois malgré elle. On va parler de Léna Situation, cette influenceuse positive, chouette, que je trouve quand même être une figure très positive pour les jeunes. Était évidemment à Cannes, c'est aussi une icône de mode, et elle est apparue le 23 mai dernier dans une robe vintage Vivienne Westwood qui était composée d'un body rigide et d'une grande jupe qui était ouverte sur le devant et qui laissait voir ses cuisses. Bon bah rien. Formidable, que puis-je vous dire? Eh bien non, tollée sur les réseaux sociaux car elle fait du 38. Voilà, ses cuisses seraient considérées comme pas fermes. Et voilà, je sais pas comment terminer cette phrase. Donc ça va pas. Bref, la meuf était juste sublime, mais on est en train de la faire yesh en lui disant que ça va pas. Bon, en tout cas, ce que j'admire chez elle, c'est qu'elle persiste et signe, puisque 2 jours après, elle apparaît de nouveau sur un tapis rouge le 25 mai, dans une robe iconique Dolce & Gabbana, qui est verte, avec un petit peu un imprimé plante, et avec un décolleté plongeant, et c'était la robe portée par Gillo, il y a 20 ans, qui a été à l'origine de la création de Google Images. En gros, quand Gillo est arrivé sur le tapis rouge, comme le décolleté va jusqu'au nombril, eh bien ça a affriolé tous les hommes de la Terre entière, principalement, qui se sont précipités sur Internet pour demander des images. Et c'est devant cette demande accrue que Google a dit « Ok, on va créer Google Images ». Et étant donné que Léna Situation doit toute sa carrière à Internet, elle s'est dit que c'était un bon clin d'œil. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que la robe est faite sur le même principe. On a un body en haut, et une grande jupe qui va jusqu'au sol, ouverte aux cuisses. Donc j'étais en mode « Ah, très bien, merci, bravo de ne pas te laisser faire ». Je trouve qu'en plus, c'est une femme assez courageuse. Elle est visible, donc harcelée. La logique de cause à effet s'arrête là. Elle ne peut jamais avoir raison, tu vois. Elle interviewe un homme en le regardant dans les yeux, elle le draguerait. Et là, toi, elle est en mode genre « Oh my God, elle est trop fâchée contre son cum ». Non, elle interviewe quelqu'un en le regardant dans les yeux.
Et puis elle a répondu avec une photo rigolote où elle a mis un masque pour dormir la nuit en disant « C'est bon, là, je peux aller interviewer ?» Ouais, en mode je me cache les yeux, quoi. Faut que je ferme les yeux, quoi, pour pouvoir interviewer des mecs. Mais oui, exister, ça ne va pas. Elle va parler lors d'un dîner à Georgina Rodriguez. Eh bien, tout le monde commente en disant genre comment elle est grave lourde, elle va parler à une meuf en plein dîner qui n'a pas envie de lui parler. Pas du tout. Les deux équipes étaient en conversation depuis longtemps pour que la femme de Cristiano Ronaldo soit interviewée dans le podcast de Léna. Léna respire. Oh, elle volerait l'air de certains masculins. Ça ne peut jamais aller. Tu ne peux pas avoir raison quand tu es une femme sur Internet. Mais nous, aujourd'hui, on a envie de lui dire qu'en tout cas, elle a raison sur tous les tapis rouges du monde entier. Quelqu'un qui a tort, en revanche, c'est le loser d'Audrey. Vraiment un texte à trous. Ouais, je vais parler d'un bon loser là. Erdogan, qui a été réélu président de la Turquie et qui est une grosse menace pour plein de gens, mais notamment pour les LGBT. Et du coup, il a été réélu le 28 mai dernier, donc président de la Turquie après 2 décennies au pouvoir. Et il a remporté le second tour du scrutin avec plus de 52% des suffrages. Donc c'est parti pour 5 ans de plus. Youpi. Alors tous les chefs d'État ont vraiment fait youpi, ils se sont gargarisés de cette réélection. Il y a notamment Macron qui s'est précipité pour le féliciter. Oui. Il y a aussi Poutine qui a vraiment vu dans cette victoire une preuve apparemment évidente du soutien de la population à sa propre politique. Et il y a même le président des États-Unis, Joe Biden, qui a tweeté « J'ai hâte de continuer à travailler ensemble en tant qu'alliés au sein de l'OTAN sur des questions bilatérales et des défis mondiaux. » D'accord. C'est une chance en tout cas que les droits de l'homme soient tellement centraux dans les conversations diplomatiques. Tout le monde s'en réjouit. Alors pour rappel, Erdogan, il a initié des rapprochements avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Israël. Enfin, il est terrible pour l'égalité homme-femme. Il a notamment voulu faire reculer le droit à l'avortement en Turquie. Il censure aussi beaucoup la liberté d'expression. Par exemple, il a fait adopter un projet de loi qui criminalise la diffusion d'infos dites trompeuses, je mets des gros guillemets. Donc il y a beaucoup aussi de restrictions, de sanctions pour les médias et les journalistes en Turquie. Enfin, j'en passe, voilà, c'est une catastrophique pour les relations internationales. Enfin, je vais pas vous refaire un topo de géopolitique et enfoncer des portes ouvertes, mais en tout cas, il y a pas mal de gens que cette victoire n'arrange pas et ne ravit pas, notamment, du coup, je le disais, les LGBT. Pendant sa campagne, en fait, le président, qui est ultra conservateur, il a multiplié les insultes, les attaques, les accusations. Apparemment, les LGBT veulent détruire les valeurs familiales. Enfin, c'est toujours un petit peu la même rengaine. Ouais. Exactement, le monde carrément. Ouais. En tout cas, voilà, c'est normal du coup que les LGBT en Turquie aient peur que leur situation s'aggrave, et a raison, puisque le président, il a jamais caché sa haine contre les LGBT. Je vais le citer un petit peu. Voilà, il a dit par exemple « Aucun LGBT ne peut être le produit de cette nation ». Ah oui, ça n'existe pas dans notre pays, quoi. Voilà. Il y avait même son ministre de l'Intérieur, Süleyman Soylu, qui s'y est mis aussi et qui a vraiment montré du doigt ce qu'il appelle la religion LGBT, qui aurait été importée d'Amérique et d'Europe. C'est catastrophique en termes d'histoire. Il a tout faux, mais bon, bref. Il a aussi fait des déclarations haineuses qui ont été rapportées par le média 20 minutes, comme par exemple quand il parle des LGBT+, en parlant des gens qui parlent de manière générale des LGBT, ça inclut le mariage des animaux et des humains. Donc voilà, on en revient encore à la zoophilie, la pédocriminalité, tous ces stéréotypes autour des LGBT. Et si on doutait encore de ses intentions, le Huffington Post a rapporté aussi que lors de sa première prise de parole après sa victoire, Erdogan, il a dit à une foule de sympathisants, est-ce que le CHP, donc c'est le parti de son adversaire, est LGBT? Est-ce que le HDP, donc qui est pro-kurde, est LGBT? Et la foule a répondu oui. Et ensuite, il a demandé est-ce que l'AKP, donc son propre parti, est LGBT? Et là, tout le monde a crié avec joie non. Ok, super. Ambiance, bref, vraiment un climat effrayant, du coup, qui renforce les craintes des LGBT sur place et qui ont peur que tous ces discours et les lois qui vont sûrement suivre donnent des ailes un petit peu aux homophobes, aux transphobes, qui pourront vraiment agir en toute impunité. Merci beaucoup, Audrey.